Tu ne découvres que quand tu arrives au pouvoir. Parce qu'avant ça, comme c'est un accord secret, il y a des annexes dont personne n'a accès, puisque ce n'est pas passé au Parlement, ce n'est pas passé par un référendum, ce n'est passé nulle part, c'est dans un bureau, on te montre où tu dois signer, et souvent même celui qui signe n'a même pas pris la peine de lire le contenu de ce qu'il signe. La menace d'un départ des pays de l'AES de l'UEMOA plane de plus en plus sérieusement. Les pays de l'Alliance estiment que la structure monétaire actuelle est féodée à des intérêts extérieurs. L'un des principaux points de friction est la monnaie, le franc CFA, cette devise adossée à l'euro qui est émise par la BCEAO. Je ne vous apprends rien en vous disant que le franc CFA est dépendant de la France. Et justement, il y a quelques semaines, je vous ai partagé un extrait de la conférence magistrale du vice-président de l'Alliance des BRICS Plus sur la question. Et certains me l'avaient demandé. Aujourd'hui, pour l'occasion, je vous partage l'intégralité, l'histoire, les accords, la direction monétaire des pays de l'AES. Pourquoi ils ne quittent pas précipitamment la zone franc? Ils parlent du dollar américain. Comment les Américains utilisent le dollar pour dominer le monde. Ils parlent de bien d'autres choses très intéressantes. Comme vous le savez, tout ce qui est bon prend du temps. Et ce contenu-là, il est long. Donc, posez-vous bien et suivez. Africa unite. Honneur! Gloire! Honneur! Dignité! Honneur! Pouvoir! Honneur! Victoire! Vive l'Afrique unie et prospère. Vive la révolution! Bien, le thème général de cette rencontre, c'est héritage post-coloniaux entre dépendance et émancipation africaine. Mais nous allons mettre l'accent sur le rejet, disons le franc CFA et les accords coloniaux qui continuent de nous enchaîner dans notre processus de développement. D'abord, lorsqu'on parle d'héritage post-coloniaux, il faut avoir de grandes dates en tête. 1804, c'était la révolution haïtienne. Contrairement à tout ce qu'on peut penser, eh bien c'est cette révolution-là qui a mis fin à l'esclavage. Parce que les terres vers lesquelles on a exporté beaucoup d'Africains, eh bien ces terres-là étaient essentiellement dominées par des esclavagistes. Et lorsqu'il y a eu la révolution haïtienne, eh bien tout le monde s'attendait à ce que cette révolution-là se répande sur toutes les colonies américaines. Et pour stopper ça, il fallait mettre fin à l'esclavage. Et donc l'esclavage a été aboli. Et beaucoup de pays esclavagistes ont même commencé à lutter contre l'esclavage pour ne pas qu'ils perdent leur colonie dans les Amériques. Et voilà la raison fondamentale. Sinon, ce n'est pas par humanisme, comme on nous a fait croire, c'est parce qu'il y avait un risque que les esclavagistes prennent le pouvoir et transforment leurs maîtres en esclaves selon une dialectique bien connue. Et donc, pour éviter que cette dialectique-là ne se produise, ils ont eux-mêmes mis fin à l'esclavage et ils ont décidé de mettre en esclavage les peuples africains sur leur propre continent. Et c'est là qu'en 1884, date importante encore, il y a eu la conférence de Berlin. Cette conférence, évidemment, était, on ne pourra pas dire le début, mais c'était l'acte fondateur d'une complicité entre États coloniaux, colonialistes, qui risquaient de s'affronter sur le terrain de la colonisation en Afrique. Et donc, pour harmoniser leur stratégie, ils ont organisé la conférence de Berlin pour pouvoir occuper le continent africain et dépecer le continent africain pour que chaque morceau du continent africain rentre dans l'empire des pays colonisateurs. Donc c'est une date très importante. Mais pour comprendre comment le système colonial s'est mis en place, je vais me référer à un grand combattant de l'histoire du continent, le camarade stratège Ahmed Sékou Touré, qui disait «
La colonisation exige qu'un peuple se réunit, se méprise pour être le prolongement d'une autre civilisation et d'une autre culture. Et donc la colonisation a commencé par une mission dite civilisatrice. Cette mission civilisatrice avait pour objectif fondamental de diaboliser la civilisation africaine afin que les Africains eux-mêmes s'interdisent leur propre culture et se désindustrialisent parce qu'ils avaient des industries. Quand vous prenez tous les grands empires, il y avait des embryons, ce qu'on peut appeler des pépinières d'entreprises et d'usines que sont les artisans africains qui confectionnaient tout ce dont les Africains avaient besoin pour vivre. Quand je vois ce beau pagne africain, ça ne vient pas de Hollande, ça vient des mains des artisans africains. Ces habits que vous voyez, ça n'a pas été confectionné ni à Londres, ni à Washington, mais bien par les artisans africains. Et cela depuis très longtemps. Je dirais même plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Ils fabriquaient aussi des chaussures, ils fabriquaient aussi des médicaments, ils fabriquaient des instruments musicaux, ils fabriquaient tout ce dont on avait besoin pour vivre. Et donc on était pratiquement autosuffisants, c'est-à-dire on dépendait essentiellement de ce que nous produisons. Mais comme le colonialiste voulait nous vendre leurs produits, il fallait qu'ils nous apprennent à mépriser notre propre produit. C'est ainsi que les génies qui ont forgé ces différents produits et ces différents ateliers ont été considérés comme des sorciers. Donc on a commencé à diaboliser nos génies et à nous amener à adorer le génie des autres, puisque chez nous, quand un génie invente, on dit c'est un sorcier. Mais chez eux, on les appelle des sorciers et des génies. Pourtant, c'est le même mot, hein? Mais pour eux, c'est positif. Pour nous, c'est négatif. Donc voilà comment on nous a amenés à adorer les génies des autres, les créations des autres, et à diaboliser nos propres produits et notre propre culture, nos langues, nos musiques. Tout ceci ont été diabolisés. Nos produits, notre médecine traditionnelle a été reléguée au rang de l'indigénat, et tout ce que nous avions comme produits traditionnels ont été considérés comme des inventions de sorciers, et donc toucher à ces produits-là, c'est se rapprocher plus de Satan que du paradis. Et donc il fallait tout abandonner. Voilà comment le piège de la désindustrialisation du continent africain a été mis en place par le système colonial, et qu'en lieu et place, on a dépecé le continent pour nous amener des produits occidentaux qui étaient fabriqués à partir des matières premières extraites du continent africain et qui nous revenaient non pas en passant par nos ateliers, mais en allant dans des ateliers occidentaux. Voilà comment l'artisanat et la culture africaine ont été relégués au second plan et qu'on a été amené à adopter, la culture des autres. Et donc, on a renié notre propre culture, nos propres biens qu'on produisait sur le continent africain pour être le prolongement de la culture occidentale et des produits fabriqués dans des usines en Occident. Et donc, la colonisation avait un double objectif. Nous aliéner, nous faire consommer des produits issus des usines de l'Occident et en même temps nous faire travailler, puisque pour consommer il faut payer, et donc produire des matières premières pour alimenter ces usines-là, et qu'on vendait
au prix le plus bas possible pour donner le minimum de moyens pour permettre de consommer les produits industriels des usines occidentales. Donc voilà comment le système a été mis en place, pas évidemment en utilisant tous les mécanismes de colonisation, le soft power comme l'armée. Et donc des écoles ont été créées. Ces écoles-là, tu ne devais pas parler ta langue parce que c'était la langue du diable. Il fallait parler la langue du colon, qui était la langue de la civilisation. Et il fallait chanter l'hymne national du colon, qui était la mère patrie, le pays de nos ancêtres, etc., etc. On a tout appris pour apprécier l'autre et nous régner. Donc voilà comment le soft power s'est mis en place, et après, la force brutale est venue pour instaurer la crainte du colon par la brutalité et souvent par des génocides pour tous ceux qui voulaient se révolter. Et donc toutes les révoltes contre le système colonial ont été matées avec cruauté, des têtes pendues, des bras coupés, des villages brûlés, des maisons incendiées, des villes entières rayées de la carte, etc., etc., pour instaurer la terreur coloniale, pour que très peu de personnes avec des armes puissent maintenir en domination tout un ensemble de peuples soumis au fouet et soumis à la colonisation culturelle. Donc voilà comment le système s'est mis en place. Et parmi l'ensemble de ces moyens-là, il fallait mettre en place un système monétaire qui a été le franc CFA. Le franc CFA a été mis en place en 1945, mais bien avant 1945, c'était déjà dans l'informel, puisque la France elle-même, elle avait été occupée par les nazis, et donc la Banque centrale française avait été complètement fermée, et donc ne pouvait plus émettre de la monnaie. C'était sur le territoire africain que la France s'est repliée, notamment à Brazzaville, et c'est comme ça que l'idée d'un franc CFA avait été imaginée pour pouvoir avoir une monnaie africaine qui était en réalité une sous-monnaie européenne, française, parce que la France elle-même, elle était occupée. Et donc, étant occupée, il fallait trouver un moyen d'acheter les matières premières et de les vendre pour avoir du dollar. Et du dollar, avec ce dollar-là, eh bien, ils pouvaient s'armer pour pouvoir mener la lutte contre l'occupation nazie. Donc voilà comment le franc CFA a été imaginé pour pouvoir acheter des produits africains et les revendre à prix d'or sur le marché américain et se donner les moyens de libérer la France occupée. Et donc, lorsque la France a été libérée, évidemment avec le concours de l'Afrique, puisqu'il n'y avait plus de pays. Il n'y avait plus de pays, c'était un pays qui était entièrement occupé. Et donc, c'est avec le concours des Africains que l'Europe a été libérée du nazisme. Et évidemment, avec les Américains et les Russes, eh bien, avec leur puissance militaire, eh bien, le continent européen a été libéré. Et évidemment, la question qui se posait, que faire des pays africains? Fallait-il leur donner aussi la liberté qui avait été conquise pour la métropole, ou il fallait continuer à les coloniser? Mais vous voyez le système colonial tel que ça a été mis en place, quel type de liberté il fallait donner à ces Africains qui ont contribué à libérer l'Europe. Eh bien, c'est là que le système post-colonial va commencer à se mettre en place. Et donc, les piliers de ce système post-colonial, eh bien, c'est d'abord la monnaie. La monnaie, évidemment, il faut comprendre que la monnaie est l'élément central d'une politique économique, d'une politique financière. C'est par la monnaie. Souvenez-vous, prenons le cas le plus simple, Kankan Moussa. Kankan Moussa a pu créer l'empire du Mali avec l'or qui était la monnaie
de son temps. Et donc, plus vous aviez l'or, plus vous étiez capable d'acheter tout ce que vous voulez à travers le monde pour pouvoir construire et réaliser tout ce que vous voulez. Et donc, l'or était évidemment la monnaie de l'époque qui avait permis aux civilisations africaines de se développer parce que tout le monde avait besoin d'or. Et donc, par ce mécanisme d'échange-là, eh bien, l'Afrique a pu bâtir sa civilisation et coopérer avec les autres sur la base de l'or. Mais dès lors que la colonisation est venue, eh bien, l'or africain avait été mis sous tutelle et donc pillé, et toutes les mines d'or et toutes les richesses du sous-sol étaient considérées comme la propriété du colon. Et donc, après les indépendances de 1960, dirigées par des combattants africains, et dans les pays francophones, on avait Houphouët-Boigny, qui a conduit la lutte dans les pays francophones. Dans les pays anglophones, on avait Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, etc., qui ont été les acteurs clés de la décolonisation du continent. Et bien donc, lorsqu'on regarde les pays anglophones, la décolonisation est allée très loin, où il y a eu rupture des accords militaires, rupture des accords monétaires. Mais le piège, c'était quoi? C'était l'absence de cadres et de capitaux pour financer le développement. Dans les pays francophones, eh bien, tout juste après les indépendances, des accords de coopération ont été signés pour rétrocéder à l'ancienne puissance coloniale des secteurs pour lesquels on n'avait pas l'expertise nécessaire pour la maîtrise. Et donc, la monnaie avait été rétrocédée, et c'est ça qui a donné les accords monétaires entre la France et les pays francophones. La défense a été rétrocédée, et donc notre défense devait être assurée par la France. Pourquoi? Parce que la capitale de l'AOF, par exemple, c'était Dakar. Et c'est là-bas qu'il y avait les instruments du pouvoir colonial. Et donc, dès lors qu'on accède à la décolonisation en maintenant les frontières artificielles qui ont été créées depuis 1884, il est bien évident que chaque pays devait se débrouiller pour créer son armée. Et donc, les pays francophones ont choisi de sous-traiter cela à la France pour que la France soit responsable de la défense et de la sécurité des territoires. Donc la trajectoire prise par les pays francophones a été une trajectoire de reniement de la souveraineté économique et militaire et conserver le pouvoir de signer des accords. Et donc maintenir le système de gouvernance coloniale, c'est en là que je vous rejoins, puisque le gouverneur a été tout simplement remplacé par un président de la République, qui n'est président de la République que parce que dans n'importe quelle république normale, il faut appeler le premier dirigeant président de la République, sinon il avait tous les pouvoirs d'un gouverneur, c'est-à-dire il concentrait entre ses mains tous les pouvoirs, comme au temps de la colonisation où le gouverneur concentrait entre ses mains tous les pouvoirs. Pouvoir de juger, pouvoir de légiférer, pouvoir d'exécuter ses propres lois et de juger et de condamner qui il veut. En fait, c'était un pouvoir absolu et on a doté ces pays-là d'une constitution que personne ne savait lire à cette époque. C'est pas grave, il fallait avoir une constitution. Et donc, la constitution se résumait à une seule personne. Et donc, le président de la République était en même temps chef de l'État, chef de la magistrature, chef de la majorité parlementaire, chef de l'administration, chef de tout ce qu'on respire et de tout ce qu'on mange. Donc, voilà comment le système post-colonial
a été mise en place. Et donc, ce système post-colonial-là était tellement simple que tous ces accords-là ont été signés dans le secret, puisqu'on n'avait pas besoin de consulter le Parlement ni le peuple. Le système colonial n'avait pas été mis en place pour consulter le peuple dans les grandes décisions. Et donc, c'est des accords secrets. Et c'est là que se trouvent tous les pièges des accords de défense et des accords monétaires. Puisque lorsque vous lisez, par exemple, les accords de défense, que tu ne découvres que quand tu arrives au pouvoir. Parce qu'avant ça, comme c'est un accord secret, il y a des annexes dont personne n'a accès, puisque ce n'est pas passé au Parlement, ce n'est pas passé par un référendum, ce n'est passé nulle part, c'est dans un bureau, on te montre où tu dois signer, et souvent même celui qui signe n'a même pas pris la peine de lire le contenu de ce qu'il signe. On lui dit que c'est la signature pour son indépendance, lui il en est content, il signe, et il s'en va proclamer l'indépendance. Donc voilà comment ces accords ont été négociés. Mais lorsque vous prenez l'accord de défense, dans les annexes, eh bien, tout ce qui est sous-sol, qu'on appelle les produits du sous-sol, revenait de droit et de priorité à l'ancienne puissance coloniale. Donc si vous avez de l'or, la priorité est réservée à l'ancienne puissance coloniale. Si vous avez du pétrole, la priorité est réservée à l'ancienne puissance coloniale. Si vous avez du gaz, si vous avez du fer, si vous avez du cuivre, si vous avez de l'uranium, tous les produits stratégiques étaient la contrepartie de l'assistance militaire que la France apportait à ses colonies. Voilà pourquoi lorsque ils veulent exploiter par exemple le pétrole, et vous avez des contrats de concession, c'est-à-dire on vous concède une parcelle de notre territoire, cette parcelle-là vous êtes maître absolu, et toutes les richesses qui sortent de là, eh bien on vous informe de la quantité de richesses qui sort de là. Vous n'avez pas le droit de venir contrôler ce qui est produit là. On vous dit voilà ce qu'on a produit, et on vous dit que vous avez 10%, vous avez signé, et donc on vous donne 10%, et eux, ils ont 90%. C'est comme si vous envoyez 10 vêtements chez celui qui a la machine, chez le blanchisseur, pour laver, et lorsqu'il a fini de laver, il dit, bon, ben, comme vous n'avez pas de machine à laver, eh bien, moi, je conserve 9 chemises, et je vous donne une chemise. Voilà exactement ce qui se passe dans les contrats de concession. C'est-à-dire nos propres pétroles, nos propres gaz, notre propre or, nos propres minéraux, on a 10%. Et celui qui a envoyé tout simplement des machines pour les enlever à 90%, ou au plus, disons, quand il veut nous faire de la faveur, il nous laisse 15%. Et eux, ils ont 85%. Et donc, tous les contrats miniers qui sont signés en Côte d'Ivoire, surtout avec la période d'exploitation de l'or, on ne dépasse jamais 10%. Et tous les contrats pétroliers, on ne dépasse jamais ça. Et donc, en mettant en place un tel mécanisme, c'est tout simplement pour justifier qu'on vous assiste militairement gratuitement. Et donc, évidemment, quand c'est présenté comme ça, il est bien évident que toute personne qui ne connaît pas les dessous des cartes va dire que, évidemment, ils sont gentils. On a un gardien à 0 francs. Un gardien qui nous protège à 0 francs. Mais attention, votre gardiennage se limite au respect des accords qui ont été signés. Parce que tous les chefs d'État qui ont voulu un tant soit peu remettre un seul aspect de ces accords en doute, eh bien, ils sont éliminés. Puisque l'armée est là pour garantir les accords de défense et de sécurité. Et quand vous ne les respectez pas, vous êtes éliminés. C'est ainsi que les Patrice Lumumba ont perdu la vie. C'est même de l'acide que son corps a été, pour ne même pas qu'il y ait de traces de lui dans l'histoire
du continent africain. Heureusement qu'il y a eu l'université Patrice Lumumba à Moscou, qui a permis de préserver sa mémoire et sa lutte. C'est ainsi que le président togolais, qui voulait penser, il a pensé créer une monnaie autonome, eh bien, il a été exécuté et remplacé par un cuisinier qui savait bien tirer des fusils parce qu'ancien tirailleur français. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à éliminer tous les leaders africains qui pouvaient penser à remettre en cause les accords de coopération militaire. Et le summum a été atteint au Cameroun, où vraiment c'était au napalm qu'on pulvérisait tous ceux qui voulaient l'indépendance. On a brûlé des villages, brûlé des êtres vivants, tué les différents leaders, d'autres empoisonnés, etc., etc., pour ne plus que le mouvement qui portait la lutte pour l'indépendance, l'Union des peuples africains, l'UPC, n'ait même plus de traces. Ce qui fait qu'aujourd'hui au Cameroun, tout le monde est UPC, mais UPC a été interdit depuis l'époque des indépendances, et cette interdiction a fait que ce mouvement ne peut même plus exercer. Et ça a été donc la décomposition en petits morceaux, et l'UPC a disparu. Donc voilà, et plus près de nous dans l'histoire, on a vu comment Thomas Sankara a été éliminé. Et donc tous les leaders qui voulaient un tant soit peu remettre en cause ce système-là, ils ont été éliminés. Les pays anglophones, eux, c'était autre chose. Parce que, non seulement, vu l'étroitesse des marchés, vu l'étroitesse des moyens d'investissement, ils ont voulu élargir, je dirais, l'indépendance aux autres pays. Et donc, ils ont été vraiment les pionniers de la lutte panafricaniste parce qu'ils estimaient que nos États étaient trop faibles, même s'ils se sont libérés de la tutelle militaire coloniale, même s'ils se sont libérés de la monnaie coloniale, eh bien, les espaces économiques étaient tellement réduits qu'il fallait s'unir pour se défendre et s'unir pour se développer. Et c'est comme ça que les Kwame Nkrumah ont lancé l'appel Africa Must Unite. Et donc c'est ce combat panafricaniste-là, eh bien, qui jusque-là continue dans le processus d'émancipation. Parce que ces panafricanistes ont estimé que les frontières qui ont été instaurées pendant la période coloniale sont des frontières qui sont étrangères au continent africain et que ça a été instauré en vue de diviser pour mieux régner. Donc il fallait les abolir en lançant l'idée de l'unité africaine. Eh bien, tout cela ont été exécutés ou enlevés du pouvoir pour qu'ils ne parlent plus de ça. Donc voilà comment, sur tout le continent, on a commencé à éliminer tous les souverainistes. Et il y a eu la chute du mur de Berlin et il y a eu le lancement du mouvement de privatisation. Alors là, c'était un festival. C'était un festival parce que les embryons d'industrie qu'on avait commencé à mettre en place dans les différents pays africains ont été tout simplement vendus. Et donc, toutes les entreprises, en Côte d'Ivoire, on connaît bien l'histoire des sociétés d'État, les fameux SODE, a commencé, et tout ce qui était symbole de souveraineté en termes de financement, eh bien, tous ces symboles-là ont été complètement éliminés. La caisse stable, parce que la caisse stable avait un rôle fondamental dans le mécanisme de développement que Houphouët-Boigny a mis en place pour profiter des marges de manœuvre que laissait le système post-colonial, à savoir l'agriculture, qui avait été laissée entièrement
entre les mains des paysans africains et les paysans européens se sont convertis en commerçants ou en administrateurs souvent, et d'autres sont rentrés en Europe. Et donc cette économie agricole-là avait été organisée de telle sorte que l'État de Côte d'Ivoire, à travers la caisse stable, soit l'intermédiaire entre le paysan et le marché international. Donc c'est l'État qui achetait, qui vendait sur le marché international, et la différence était à la caisse stable, et c'est cette différence-là qui a permis de financer les infrastructures en Côte d'Ivoire, les universités et les grandes écoles en Côte d'Ivoire, les hôpitaux et surtout la formation à tous les prix. Vous vous souvenez-vous des bourses qu'on attribuait aux élèves et étudiants depuis la 6e jusqu'à la sortie des universités. Tout ceci, ça a été fait par le mécanisme de la caisse de stabilisation. Mais avec la privatisation et la volonté de domination de nos économies, la caisse de stabilisation a été tout simplement liquidée pour qu'on perde totalement et entièrement notre souveraineté monétaire. Et donc, après la liquidation de la caisse de stabilisation, eh bien, la banque agricole qu'on appelait la BNDA a été aussi liquidée. La banque de développement industriel qu'on appelait, je crois, la banque pour les industries et le développement, eh bien, non, ce n'était pas la BCC, c'était, bon, le nom va me revenir, mais ça a été la BIDI. Voilà, la BIDI a été complètement liquidée, et donc la politique de développement industriel qui avait été mise en place liquidée, et la politique de développement agro-industriel par la BNDA liquidée, et donc tous les instruments de financement de l'économie d'une manière souveraine ont été purement et simplement liquidés. Et toutes les sociétés qui avaient été créées ont été privatisées pour que les multinationales prennent possession de ces industries embryonnaires. Et donc on a perdu non seulement la souveraineté financière, mais on a perdu la souveraineté, les embryons de souveraineté économique qui se mettaient en place. Et maintenant, pour financer le développement, il fallait emprunter. Et c'est là l'origine des endettements excessifs. Et donc, l'emprunt est devenu le nouveau lien de colonisation, parce que celui qui prête indique quels sont les investissements que vous devez faire. Et donc, vos histoires de construire des unités de transformation agro-industrielle, on n'en veut plus. Vos histoires de construire des usines de montage de véhicules, de motos, etc., on n'en veut plus. Vous devez investir dans les infrastructures pour que nous puissions mieux évacuer nos produits. Vous devez améliorer là où les cadres de ces sociétés existent. C'est pour cela que vous voyez que notre développement est macrocéphale, comme le dirait un des comédiens ivoiriens, c'est-à-dire Abidjan et ses quartiers modernes sont hyper développés à l'image de ce qu'on peut trouver en Occident, parce que c'est le lieu de travail et de résidence tout simplement de ces multinationales-là. Mais lorsque vous quittez Abidjan, que vous allez un peu à l'intérieur du pays, n'allez même pas dans les villages, parce que là, tout a été complètement abandonné. C'est vraiment l'abandon. Et donc voilà un peu le système post-colonial tel qu'il s'est mis en place. Et donc aujourd'hui, on est face à un gros problème. On est face à un gros problème. Comment s'en sortir? Parce que tout ce que nous avons comme éléments de souveraineté embryonnaire, eh bien, nous ne les avons plus. Et donc, nous sommes un peu ce que je peux appeler le cercle de Bermude, qu'on peut inscrire dans vraiment une polygonale à plusieurs facettes,
dont l'une des facettes, c'est la dépendance militaire. L'autre facette, c'est la dépendance monétaire. L'autre facette, c'est la dépendance économique, avec tous les contrats de concession et les licences d'exportation, parce que quand la caisse stable a été supprimée, eh bien, on attribuait des licences aux multinationales pour acheter notre cacao et notre café. Donc, vous avez quelques 4 ou 5 multinationales qui s'approprient le travail de 600 000 paysans. Et eux, ils ne font que commercialiser sans voir le cacao, puisque c'est déjà dans des sachets. Donc, ils ne savent pas ce que c'est que le cacao, mais ils vendent le cacao de Côte d'Ivoire. Et imaginez-vous ce qu'ils empochent. Aujourd'hui, sur le marché, à l'intérieur du pays, le kilo de cacao est à 2200 francs. Sur le marché international, il fluctue entre 6000 et 8000. Et donc, vous voyez la différence entre 2200 et 8000 le kilo. Nous produisons 2 millions de tonnes, ça fait 2 milliards de kilos, multipliez un peu, et vous verrez ce que nous, on a, et ce que celui qui exporte tout simplement engrange. Et comme ils ne sont pas nombreux, ils sont hyper multimilliardaires. Parce que 2 millions 2 milliards, je dirais 2 millions multipliés par 100 pour avoir les kilos, ça fait à peu près 2 milliards de kilos. Et multiplié, prenons même 1000, ça fait 2000 milliards. Si vous multipliez par 4, ça fait 8000 milliards que 4, 5 ou 6 groupes, je dirais même 6 familles, s'approprient par an. Et cela est renouvelé chaque année. Donc voilà un peu la situation. Nous créons de la richesse, mais nous ne bénéficions pas du fruit de cette richesse qui est créée. Donc voilà un peu la situation. Sur le plan minier, c'est la même chose. Nous sommes producteurs de pétrole, nous ignorons la quantité de pétrole produite, on nous informe, puisque c'est des espaces concédés. On a concédé, c'est comme si on avait renoncé à notre souveraineté sur ces espaces-là. Donc c'est eux qui donnent l'information. On a produit 20 000 tonnes, 20 000 barils par jour, 30 000, ben nous on ne fait que enregistrer. Et on nous donne notre part, 10-15%, et le reste, eh bien, ça s'en va, sans qu'on ne sache à combien c'est valorisé. Voilà un peu la situation. Et donc, la dette est devenue le moyen de financement de notre développement et même le moyen de financement de notre budget. Parce que quand vous prenez le budget de la Côte d'Ivoire en 2025, un budget qui s'élève à près de 15 000 milliards, sachez que les recettes propres fluctuent entre 7 000 et 8 000 milliards. Donc tout le reste, c'est-à-dire près de 6 000 milliards, eh bien, il faut emprunter pour financer le budget. Donc le budget, quand on prend les recettes propres de l'État qui fluctuent entre 7 000 et 8 000 milliards, eh bien, la charge de la dette annuelle, c'est autour de 5 400 milliards. Donc, quand vous faites la différence entre 8 000 et 5 400, vous voyez qu'il ne reste que 2 600 milliards. Et ça, c'est les recettes propres. Et la masse salariale fait à peu près 2 500 milliards. Donc, quand on a payé la dette et les salaires, il ne reste plus rien. Même pour faire fonctionner l'appareil d'État, il faut emprunter. À plus forte raison, investir, il faut emprunter. Donc sur les 15 000 milliards, eh bien, 40%, c'est de la dette. Voilà comment la dépendance est créée. Et donc sur le plan budgétaire, nous sommes sous perfusion financière. Et dès lors que vous voulez vous émanciper,
eh bien vous avez cette corde-là qui est au cou. Si vous prenez le pouvoir, vous regardez à gauche, à droite et dans les caisses de l'État et comment votre budget est financé, eh bien vous commencez à vous poser des questions. Comment résoudre cette équation fondamentale avant d'engager toutes les réformes que je veux. Voilà le nouveau piège qui nous attend. Et donc la dette est devenue le nouvel instrument de colonisation. C'est des dettes liées, des dettes orientées, tout simplement parce qu'en interne, on vous a enlevé tous les moyens d'autofinancement. Il ne reste que la fiscalité. Et comme toutes les multinationales sont pratiquement défiscalisées, ils bénéficient souvent de 5 ans, de 10 ans sans payer de taxes, etc., etc., qui sont renouvelés. Hein. Et même ceux qui payent des taxes, eh bien, vous comprendrez que la nature même du gouvernement est telle que souvent, c'est source de grande corruption. Eux-mêmes, ils chiffrent ça à plus de 1000 milliards de corruption par an au titre de la corruption. Je crois 1400. C'est leur propre chiffre. Donc, on n'invente rien. Et donc, lorsque vous voyez ça, vous vous rendez compte que la corruption est financée par la fiscalité, que ceux qui sont chargés de collecter les impôts empochent pour leur propre développement et ceux qui sont chargés de signer les marchés publics, eh bien, ajoutent leur marge pour pouvoir se financer eux-mêmes. Évidemment, avec un tel mécanisme, la dette est devenue vraiment la chaîne et la corruption, la chaîne secondaire. Et donc, c'est toutes ces chaînes-là qui entravent le processus de libération des peuples africains aujourd'hui. Et même sur le plan de la gouvernance, avec le multipartisme, on a pris le temps d'asseoir des partis États. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir ont tous les pouvoirs et ceux qui sont dans l'opposition sont presque criminalisés ou tolérés en fonction de leur relation avec l'appareil d'État. Dans ces conditions, l'opposition est sous surveillance permanente, sans moyens. Il en est même de la société civile. Donc c'est le pouvoir qui donne des droits à l'opposition à sa guise. Et c'est le pouvoir qui donne des droits à la société civile. Et lorsque vous manifestez trop, eh bien comme ma collègue qui est là, grande experte, elle a été tout simplement remerciée du Bureau national d'études techniques et de développement. Elle a perdu salaire et tous les droits qui vont avec. Et elle est obligée non seulement de continuer la lutte, mais de mener des activités parallèles pour pouvoir s'en sortir. Donc, double difficulté. Et donc, lorsque vous voyez toute la société civile, tous les partis d'opposition, eh bien, ils sont pratiquement en état d'errance à travers l'espace. Mais cela ne doit pas nous décourager. La lutte doit continuer. Parce que si la lutte ne continue pas, c'est ce système-là qui se perpétue. Et plus ça se perpétue, plus ça nous écrase davantage. Aujourd'hui, compte tenu de l'hyper-développement de la ville d'Abidjan, eh bien, toutes les terres sont aujourd'hui aux enchères. Et il n'y a que ceux qui partagent, qui bénéficient du fruit de la croissance, c'est-à-dire des acteurs qui sont essentiellement des acteurs non nationaux. Je m'amusais à dire la Côte d'Ivoire a 8 700 000 électeurs inscrits sur la liste électorale. Cherchons à savoir, parmi tous ces électeurs-là, celui qui a une seule usine de transformation de quoi que ce soit, ou qui est
milliardaires ou multimilliardaires, eh bien vous allez chercher. Hein. Ça veut dire que ceux-mêmes qui sont chargés de décider de qui doit nous gouverner ne sont pas les bénéficiaires de la croissance économique. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Et donc, face à ces multiples parois entre notre volonté d'émancipation et les obstacles qui se dressent devant nous, nous avons des choix à faire. Eh bien, quand je prends l'exemple du Sénégal, ils ont réussi, par la voie démocratique, à changer le système. Et donc à porter au pouvoir un parti souverainiste et panafricaniste. Ça veut dire que par la voie démocratique, on peut y arriver. Et je crois que pour nous en Côte d'Ivoire, c'est l'une des possibilités qui s'offrent à nous dans ce combat que nous avons. En tout cas, moi, militant du PPACI, nos statuts ne prescrivent que la lutte démocratique et notre arme fondamentale, c'est le bulletin de vote. Et donc, c'est par là que nous pouvons nous en sortir. Il y a eu d'autres expériences. Je prends le cas du Burkina, le cas du Mali, le cas du Niger. Eh bien, ils ont utilisé d'autres voies, mais avec l'adhésion populaire en plus. Et donc, c'est une voie qui est plébiscitée par le peuple lui-même, qui subit. Parce que lorsque vous êtes dans les conditions de parti-État, eh bien souvent, la voie démocratique est bloquée par le système même du parti-État qui s'approprie tous les leviers de l'appareil d'État. Et c'est là qu'il y a risque. Donc, il faut que les gouvernants, surtout nos chefs d'État africains, comprennent qu'ils doivent emprunter le chemin de la démocratie pour que nous puissions avoir des élections apaisées dans tous les pays africains, parce que c'est le souhait aussi bien de la société civile, de l'opposition, que des gouvernants eux-mêmes. Et donc, il nous faut mettre en place vraiment des mécanismes qui puissent permettre d'avoir des élections transparentes, inclusives et apaisées. Tout le monde y gagne, y compris ceux qui gouvernent. Parce que là, au moins, quand vous avez gagné, c'est sûr que tout le monde va reconnaître, mais quand vous avez perdu aussi, il faut avoir le courage de saluer la victoire de l'adversaire et de laisser le pouvoir, parce que dans tous les cas de figure, un jour ou l'autre, vous allez laisser le pouvoir. Vaut mieux laisser le pouvoir dans des conditions pacifiques et démocratiques. Comme ça, vous êtes protégé par le pays même qui vous héberge. Voilà comment est-ce que nous avons en face deux expériences. Et je me permets de mettre l'accent sur le cas de l'AES, puisque les trois pays, pour moi, l'AES constitue un vrai laboratoire. Voilà trois pays qui veulent se débarrasser des différents accords de coopération et qui ont décidé d'unir leurs forces militaires pour faire face à toutes les menaces djihadistes et les manœuvres impérialistes. Parce que la plus grosse menace, souvent on voit le djihadiste, mais la plus grosse menace, ce n'est pas le djihadisme. C'est l'ancienne puissance coloniale qui ne veut pas perdre ses colonies, parce que perdre les colonies, eh bien, c'est perdre tout un système qui a permis le développement de la mère patrie. Et donc, même les djihadistes en Afrique de l'Ouest, ça a été lorsque la souveraineté de la Libye a été frappée de plein fouet. Si la Libye n'avait pas été frappée de plein fouet, le djihadisme n'aurait pas prospéré. Donc voilà pourquoi nous attribuons au développement du djihadisme aux manœuvres de l'impérialisme
dans sa volonté de casser toutes les souverainetés. Dans tous les cas, le djihadisme à travers le monde est né comme ça. En Afghanistan, c'était la présence des Américains qui a engendré le djihadisme. Al-Qaïda n'a que pour mère porteuse les États-Unis d'Amérique. Et donc, nous voyons que le phénomène djihadiste, derrière se cachent toutes les manœuvres d'hégémonie à l'échelle mondiale du système impérialiste, et que ces manœuvres hégémoniques-là ont pour seul objectif de casser toutes les souverainetés qui se manifestent à travers le monde. Que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak avec Saddam Hussein, que ce soit en Libye, qui a permis à l'Afrique de passer de l'organisation de l'unité africaine, qui était un instrument de lutte pour les indépendances et de lutte contre l'apartheid, à l'Union africaine, qui est un instrument d'émancipation économique, financière et monétaire du continent africain. Ça a été l'œuvre de Kadhafi, qui était prêt à financer toutes les institutions panafricaines pour que l'Afrique soit capable de s'auto-déterminer sur le plan économique, monétaire et sur le plan financier. Il a été liquidé, son pays saccagé, et le djihadisme a commencé à détruire toutes les souverainetés dans la sous-région. Donc pour moi, djihadisme et hégémonie occidentale constituent les deux facettes de la même monnaie. Et donc, lorsque les pays de l'AES décident d'unifier leurs forces et de lutter, eh bien, ils ne luttent pas avec des flèches, parce que pour le moment, ils ne savent pas fabriquer des fusils, puisque malgré tous ces accords de coopération que nous avons signés de 60 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ces accords-là ne prévoient pas d'unités de production de moyens de défense. C'est des unités de consommation des produits fabriqués en métropole. Donc, même les balles, on ne sait pas les fabriquer. Les fusils, on ne sait pas les fabriquer. Même quand des artisans s'évertuent à les fabriquer, on estime que ce n'est pas aux normes et que ce n'est pas vendable sur le marché. Et donc, ils sont exclus du commerce de ces produits-là. Ils n'ont même pas le soutien de leur propre État pour aller au-delà, parce que c'est un marché que vous attaquez et la concurrence n'est pas permise dans ces circonstances-là. Donc voilà un peu la situation dans laquelle nous vivons. Maintenant, tout ce système est chapeauté par le système du franc CFA. Comment fonctionne le mécanisme du franc CFA? Eh bien, vous exportez des matières premières, eh bien, les devises qui sont collectées par ces matières premières, eh bien, n'appartiennent pas au pays qui a exporté les matières premières. Ces devises-là rentrent dans un fameux compte d'opération. Et ce fameux compte d'opération, en Afrique de l'Ouest, ils l'ont supprimé, mais c'est toujours la même chose. Si ce n'est pas dans un compte d'opération, c'est dans une banque occidentale, donc ça ne change rien du tout. Et en même temps, la parité qui est fixée entre le franc CFA et l'euro a pour seul objectif de vous donner les moyens de consommer. Parce que cette relation franc CFA euro, si vous voulez investir dans le secteur industriel et que vous faites un bon dossier, elle sait bien le faire, les études de rentabilité, les études d'impact environnemental, un très bon dossier rentable que vous déposez à la banque, on va vous demander une garantie de 100% du crédit que vous demandez. En termes clairs, c'est un refus poli, parce que si vous avez de l'argent, à quoi bon m'adresser à une banque qui va me fixer des intérêts de 15-17%? Je prends mon argent et j'investis. Mais lorsqu'on vous impose ça, c'est un refus poli. Mais le même dossier entre les mains du pays propriétaire de la banque, eh bien ce même dossier-là sera considéré comme
bancable et sera financé. Voilà comment on choisit les investisseurs à travers le mécanisme du franc CFA, puisque la politique de crédit est définie par ceux qui sont garants du franc CFA, c'est-à-dire la puissance occidentale. Et donc, même le taux directeur de la Banque centrale est déterminé par celui qui est garant de la monnaie. Et donc, lorsque en Europe, vous avez des taux directeurs de 0%, des crédits de 0,1%, en Afrique, vous ne trouverez jamais ça. Jamais. Le plus bas taux au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ça a été 2,5% lors de la crise de Covid-19. Sinon, c'est toujours au-delà. Et donc, lorsque vous avez un tel système monétaire, eh bien, lorsque vous empruntez, votre emprunt coûte plus cher que l'investisseur extérieur qui vient investir, qui lui emprunte chez lui à 0,1%. Vous ne pouvez pas compétir avec un tel opérateur et donc vous n'êtes pas compétitif lorsque vous mettez des produits sur le marché. Donc vous êtes éliminé. Donc c'est un mécanisme pour non seulement éliminer les investisseurs dans des secteurs lourds comme l'industrie, mais en même temps un mécanisme pour rendre non compétitifs les produits que vous fabriquez, même lorsque vous tentez de les fabriquer chez vous. Et quand bien même eux-mêmes ils tentent de les fabriquer, eh bien ils prennent la précaution d'emprunter chez eux à 0,1% pour venir investir, pour être compétitifs. Mais nous, on ne peut pas être compétitifs parce que si nous n'avons pas accès au crédit chez nous, ce n'est pas chez eux qu'ils vont vous donner des crédits pour venir les concurrencer. Ça, ce n'est pas possible. Même nous-mêmes, qui sommes producteurs de cacao, on ne va pas accepter de prêter à la France pour faire du cacao, pour nous concurrencer. Donc, je veux dire, c'est une simple logique qu'ils se comportent ainsi. C'est pour garder l'avantage concurrentiel. L'autre élément pervers du franc CFA, c'est que comme la parité est fixe et est déterminée par eux, la parité est déterminée de telle sorte que, eh bien, notre pouvoir d'achat soit beaucoup plus élevé et donc notre capacité de consommation soit beaucoup plus élevée. Mais comme le taux de crédit est cher, on préfère consommer que d'investir. Et donc, on achète parce que notre pouvoir d'achat nous permet d'acheter. Évidemment, dans ces conditions, le petit bourgeois, lui, se sent à l'aise parce qu'il a accès à des produits, des luxes qu'il veut, à des prix qu'il juge à sa portée. Mais le petit peuple, lui, il en souffre. Il en souffre parce qu'il estime que les produits importés coûtent très cher. Et c'est ça qui explique aussi la cherté de la vie. Or, quand vous allez dans des pays qui ont leur propre monnaie comme le Ghana, eh bien, vous constatez que les produits là-bas coûtent relativement moins cher que chez nous. Et donc, nous perdons de compétitivité avec les pays anglophones. C'est pour ça que vous constatez que des pays comme le Nigeria et le Ghana ont un embryon de développement industriel beaucoup plus étoffé et réussissent même à mettre en place des politiques de transformation de leurs matières premières en produits finis selon leur volonté politique. Mais nous, on n'a pas cette chance-là parce que lorsque nous nous industrialisons, on ne peut pas compétir avec eux. À plus forte raison, compétir avec les Chinois. Là, il faut qu'on ait notre propre monnaie et qu'on puisse nous-mêmes fixer des taux de parité qui puissent nous permettre d'être compétitifs. Donc voilà les éléments pervers de ce système-là qui ne permettent pas du tout à l'Afrique de s'industrialiser. Or, aujourd'hui, l'handicap qu'on avait en 60, c'est-à-dire l'absence de capitaux et de matières premières et d'intelligence, c'est-à-dire de matières grises, ces arguments-là ne tiennent plus aujourd'hui. Puis en Côte d'Ivoire, on sort pratiquement chaque année des écoles professionnelles et d'universités près de 400 000 jeunes. Et sur les 400 000 jeunes, il n'y a que 25% qui ont accès à un emploi et tout le reste, eh bien, ils sont au chômage, y compris des docteurs, de grands spécialistes, des spécialistes de toutes sortes, qui sont au chômage, y compris même l'expertise. Pulchéry Ballet, à côté de moi, qui sont au chômage. Et donc, vous comprenez que
en termes de matière grise, on ne peut plus utiliser ça comme prétexte. Nous avons tellement de matière grise que des docteurs sont au chômage. Donc, il faut, pour qu'on puisse utiliser cette expertise-là, passer d'une économie primaire à une économie de matière grise pour produire des produits finis. Et donc, industrialiser le continent africain si nous voulons absorber ce lot de jeunes qui sortent des écoles. Or, cela, avec le mécanisme du franc CFA tel que je viens de vous détailler aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et même si c'est possible, on va vous enlever. Parce que l'armée française est là, son rôle, c'est d'empêcher cela. Sauf quand eux-mêmes, ils veulent installer des usines. Souvent, on dit le cacao, bon, on transforme 20%, mais souvent, c'est les fèves qui ne sont même pas commercialisables sur le marché international. Et donc, la politique de transformation est encore un moyen d'optimiser les fèves de cacao qui ne sont pas exportables. Et donc, là, dans ce cas, eh bien, il y a des mécanismes de transformation, mais quels sont ceux qui peuvent investir, puisque vous et nous n'avons pas accès à des crédits conséquents pour pouvoir financer ces éléments-là. Et donc, voilà un peu les obstacles du franc CFA. Et le gardien du franc CFA, qui sont les armées qui sont installées en Afrique et qui donnent priorité sur nos matières premières et nous obligent, à travers le mécanisme du CFA, d'importer uniquement dans des pays qui sont garants de notre monnaie. À titre d'exemple, si vous voulez importer de Russie ou de la Chine, eh bien, sans l'autorisation de la Banque centrale ou bien de la Banque européenne, qui garantit à peu près la Banque de France, puisque c'est elle qui garantit notre monnaie, eh bien, sans leur autorisation, eh bien, ce n'est pas possible. Puisqu'on va vous dire que vos devises ne permettent pas d'importer là-bas. Vaut mieux importer ici, on peut vous faire des crédits et ça permet aussi de justifier l'endettement de ces pays-là. Et donc, le mécanisme du franc CFA, il est fait pour sélectionner les produits que vous pouvez importer hors zone franc CFA et en même temps de vous conduire sur un chemin de non-développement. Voilà un peu les méfaits de ce mécanisme-là. Donc, si nous voulons nous émanciper, la question de la monnaie doit être au cœur de nos préoccupations. Et c'est ça qui constitue aujourd'hui la priorité des pays de l'AES. Bon. Puisque souvent, j'ai la chance de discuter avec eux, mais eux, leur stratégie est très simple. C'est d'abord reconsidérer la question de la monnaie en constituant beaucoup de réserves en or. Parce que vous le voulez ou pas, même les monnaies européennes sont garanties par leur stock d'or. C'est ça qui donne de la valeur à ces monnaies-là. Sinon, quand vous voyez le déficit en France, le déficit aussi bien interne qu'externe, vous vous posez la question de savoir mais comment ces pays-là ne subissent pas des plans d'ajustement structurel. Mais ils ont la capacité de lever du financement sur le marché international parce qu'il y a une contrepartie qui est là, c'est les réserves d'or. Et donc les Américains, ils ont la possibilité de lever tous les financements qu'ils veulent. Bon, eux, c'est un peu différent parce que eux, leur dollar, c'est la monnaie des réserves mondiales. Donc ils peuvent en produire si vous avez besoin de faire des achats au niveau international. Donc eux, ils n'ont même plus besoin d'or. Ils ont tout simplement besoin du dollar, de produire en masse quand vous en avez besoin pour vous prendre ce que vous avez et vous donner les papiers estampillés dollars. Donc pour eux, c'est vraiment un problème réglé. Et c'est ça qui est au cœur du monde multipolaire que les pays BRICS veulent mettre en marche. Donc, l'AES a décidé de reconstituer ses réserves d'or comme au temps de Kanka Moussa, où sa puissance a été assise sur l'or. Quand ils auront atteint cette possibilité, eh bien, ils pourront faire le deuxième pas
c'est-à-dire créer leur propre monnaie pour que cette monnaie-là ait la capacité de financer leur économie sans risque, puisqu'il y a l'or qui garantit un peu cette monnaie-là. Donc voilà un peu la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Donc ils ont révisé tous les accords de concession sur l'or et ils deviennent majoritaires sur leur or. Et donc dans ces conditions, ils marchent vraiment à pas sûrs vers leur développement, en ayant leur propre monnaie où ils peuvent décider dans quel secteur ils vont investir et à quel taux et décider de la convertibilité de leur monnaie. Et c'est comme ça qu'ils peuvent asseoir une économie industrialisée. Et ils ont même commencé à l'industrie de substitution et aussi l'industrie de transformation de leurs propres matières premières en produits finis. Donc, ils sont en marche vers la souveraineté économique. Et ils sont unis. Ils ont maintenant mis en commun leurs forces de défense et de sécurité. Et pour monter en puissance et se doter d'usines de production de moyens de défense, ils ont signé un accord stratégique avec la plus grande puissance nucléaire du monde, qui est la Russie, qui a démontré son efficacité en matière de défense et de sécurité, et qui, sans réserve, les assiste à développer leur industrie militaire, pour que demain, ils ne dépendent plus de personne. Donc l'aide qui permet de se passer de l'aide, c'est ce que nous voulons. Donc voilà leur stratégie. Et je crois que ce laboratoire-là va nous permettre progressivement de tirer toutes les leçons pour que l'Afrique de l'Ouest passe de la CEDEAO à une véritable confédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est comme ça que toutes ces forces-là vont être confédérées pour asseoir des systèmes multilatéraux qui puissent permettre de s'émanciper sur le plan monétaire, sur le plan économique et sur le plan financier. Et donc, comme la CEDEAO même a reconnu que nous devons passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples, eh bien la voie est ouverte pour donner une nouvelle configuration à l'architecture de gouvernance de l'Afrique de l'Ouest. Et nous devons réfléchir quant au modèle de gouvernance que nous voulons, qui tranche avec les héritages des gouverneurs qui ont été transformés en président de la République et éviter la concentration des pouvoirs et passer de la concentration des pouvoirs au partage des pouvoirs. Et donc cette expérience-là doit nous nourrir. Il y a évidemment d'autres expériences qui peuvent nous servir. Quand on prend la Chine a développé l'alliance des pays d'Asie du Sud-Est avec le Vietnam, le Cambodge, enfin tous les pays voisins, et a créé les tigres d'Asie. Tout simplement parce qu'eux, ils ont décidé que le capital doit se déplacer vers ces pays-là pour les industrialiser. Et donc, en ayant une telle politique, eh bien, ils investissent dans ces pays-là pour élever leur capacité de développement industriel. C'est une autre vision. C'est une autre vision et ça a permis de créer les tigres, ça a permis de créer toutes ces économies asiatiques-là qui n'étaient pas plus avancées que nous. Mais ils ont eu des partenaires qui savent partager le capital et qui savent co-développer. Et donc, avec ce co-développement, eh bien, ce n'est pas la Chine seule qui se développe, c'est la Corée, c'est le Vietnam, c'est tous ces pays qui entourent là, qui se développent en même temps que la Chine se développe. Donc, c'est ces modèles de coopération-là qu'on doit instaurer entre les pays africains pour qu'on puisse se développer ensemble, pour qu'il y ait liberté de circulation du capital, liberté de circulation des biens et liberté de circulation des personnes. Si nous réussissons à construire
ses libertés et que nous avons des mécanismes de financement autonomes, eh bien nous sommes capables demain de bâtir une Afrique unie et prospère. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire du franc CFA et des accords coloniaux qui nous maintiennent encore dans le sous-développement. Eh bien, j'ose espérer que tous ceux qui sont là, eh bien, vont donner un peu de leur temps, de leur intelligence et de leur énergie au continent africain pour qu'on puisse accéder à la souveraineté et au panafricanisme. C'est les deux conditions d'émancipation du peuple africain. Je vous remercie. You know.